Alors, nous allons tout de suite continuer notre série de différentes questions. Est-il vrai que les vidéos du blog Novae Atlantis ne sont faites que pour présenter vos cours par correspondance? N'est-ce donc pas finalement et en vérité que de la pub? Oui et non. Oui, bien sûr que les vidéos sont faites pour présenter avant tout notre travail, c'est-à-dire le fait que nous proposons un enseignement de qualité, un enseignement qui dure 3 ans, qui est de la psychologie et de l'ésotérisme, parce qu'avant ça faisait qu'une seule et même chose, jadis, donc il n'y avait pas de psychologie, il n'y avait pas d'ésotérisme, il y avait un enseignement qui était la psy-éso. Et ce que nous proposons au public, bien sûr, c'est de la publicité, oui, si on veut, mais nous aurions pu faire quelque chose d'un peu plus modeste. Nous n'étions pas obligés de faire maintenant presque 200 vidéos. Nous avons à cœur de présenter quand même au public quelque chose de qualité, lui permettre non pas de répondre à ses questions, mais de répondre à quelques-unes des questions qui sont posées et de montrer que l'enseignement répond à pas mal de questions, si ce n'est les principales, je ne dirais pas toutes, mais les principales. Donc oui, le Novae Atlantis c'est une vitrine, c'est la vitrine des cours que nous proposons, mais en même temps, on ne va pas dire que c'est uniquement publicitaire dans la mesure où nous offrons au public quelques vidéos, quelques minutes de vidéos qui, ma foi, je pense et je l'espère, sont quand même de qualité. Si vous n'aviez qu'un seul message à faire passer au public, et en particulier à vos vidéo-auditeurs comme vous dites, ce serait quoi? De rester eux-mêmes, d'être sincères, d'être honnêtes, d'être eux, d'être spontané. Voilà, je ne sais pas quel mot, en résumant en un mot c'est difficile, mais je pense qu'on est à une époque où les gens sont très... ils essayent d'être sophistiqués, ils essayent d'être meilleurs que ceux qui sont, sans doute parce qu'ils ont une image bien piètre d'eux-mêmes, je suppose. Mais bon voilà, jadis, les spiritualistes, les ésotéristes et tous ceux qui se tournaient vers l'esprit, s'inquiétaient pas de leur apparence, ils ne s'inquiétaient pas de leur façon de parler, ils ne s'inquiétaient pas de savoir s'ils étaient assez beaux, ou assez maigres, assez gros, assez grands, assez forts. Voilà, ils ne s'inquiétaient pas de ces sujets-là, parce que tout ça c'est relatif au fonctionnement de l'ego, et du mot idéalisé, hein, je suis désolé, mais bon, voilà, on ne devrait pas se soucier de savoir quelle est l'avis qu'ont les gens sur nous, hein, de quel avis ils ont, enfin quel avis ils entretiennent sur nous. L'ésotériste est quelqu'un qui étudiait, qui s'apprenait, qui essaye de s'améliorer, oui, mais de s'améliorer dans le sens d'être plus heureux, d'être plus... voilà, il n'essayait pas d'être à la mode, il n'essayait pas de faire attention à sa façon de parler, il n'essayait pas de baratiner les autres. On est quand même à une époque où il y a beaucoup de... c'est le règne du marketing, c'est le règne du merchandising, je ne sais pas quel autre mot anglais, voilà, rien que ça déjà, on est bouffé par les mots anglais, hein, voilà, et tout est tourné vers le fric, le fric, le fric. Non pas que l'argent soit un problème en soi, mais en soi il devient un problème quand il n'y a plus que ça, et que tout s'articule autour de l'argent, et des sommes qui sont assez faramineuses parfois. Voilà. Donc si j'avais un mot à dire, un conseil, si j'avais... soyez authentique. Pourquoi la psychologie ésotérique n'est-elle pas connue en France? C'est un peu comme si on disait aux gens pourquoi la rigueur mentale et le savoir-vivre ne sont pas si à la mode que cela. Voilà, on sait par exemple que des pays comme l'Allemagne sont des pays où il faut faire attention, il n'est pas question de jeter un bout de papier dans la rue, il n'est pas question de se comporter d'une manière, de faire n'importe quoi. Les Allemands sont un peuple qui ont de la rigueur mentale. Bon, nous en France on n'en a quasiment aucune. Hein, voilà, c'est la panique, voilà, la porte ouverte à tout et n'importe quoi. Bon, c'était quoi déjà la question ? Pourquoi la psychologie ésotérique n'est-elle pas connue en France? Oui, voilà. Bon, je dirais que pour être psychologue ésotériste, tout en étant très décontracté soi-même, il faut avoir un minimum de rigueur mentale. Il faut avoir envie de s'améliorer. Or, les gens n'ont pas envie de s'améliorer. Tout ce qu'ils veulent, c'est gagner beaucoup d'argent très vite et obtenir, si possible, des pouvoirs. Hein, voilà. Et si possible, du pouvoir sur les autres, hein, parce que c'est un petit peu le but. Réussir à manipuler les autres, réussir à faire ce qu'on veut, hein, parce que tout est orienté vers ça, vers la manipulation mentale, vers le fait de je veux que mon mari fasse ceci, je veux que ma femme fasse cela, je veux que mon voisin cesse de faire ceci, ou je veux que mon voisin commence à faire cela. Voilà, donc tout est basé sur la gestion du temps, sur la gestion des individus, sur le fait que on a beaucoup de demandes, on a beaucoup de caprices et on veut que ces caprices soient réalisés. Bon, voilà. La psy-éso, c'est l'anti tout ça.
c'est l'inverse de tout ça. La psiéso, c'est la décontraction, c'est le fait d'être heureux, tout simplement, de prendre les gens comme ils sont, de les aimer tels qu'ils sont, ouais, ou de ne pas les aimer, mais de les laisser tranquilles. Voilà, il n'y a pas cette espèce de machinerie de manipulation mentale, il n'y a pas... il n'y a pas des techniques pour étudier les gens, la manière dont ils parlent, les gestes qu'ils font, s'ils regardent à gauche, s'ils regardent à droite, je vais citer aucune technique en particulier. Voilà. Donc il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas toutes ces choses-là qui sont orientées uniquement vers le fait de maîtriser tout sur l'autre, de tout savoir sur lui, et si possible d'y faire tout ce qu'on veut. Voilà. Il n'y a pas ça dans la psiéso. La psiéso, c'est l'étude de soi et c'est tout. C'est essayer de s'améliorer et si possible être plus heureux. Alors c'est malheureux, mais on va dire que ça, c'est pas très vendeur actuellement. Et les gens n'ont pas envie de se connaître, n'ont pas envie de s'étudier, ils ont envie de connaître les autres, de les étudier, afin de pouvoir mieux les manipuler. Voilà, bon, c'est malheureux, mais c'est la réponse. C'est quelque chose qui n'est pas vendeur pour l'instant, et la psiéso n'intéresse que les gens, je veux dire, les ésotéristes de carrière, les gens qui sont vraiment spirituels, qui ont vraiment une recherche. Bon, bah, après, le reste, non, ils ne s'intéressent pas à la psiéso. Ils s'y intéresseront le jour où ils auront peut-être soit obtenu tout ce qu'ils voulaient par rapport aux autres, soit réalisé qu'on ne peut pas obtenir tout ce qu'on veut des autres. Est-ce que la psiéso que vous présentez a un rapport avec cette forme de psychologie ésotérique dont parlait jadis Madame Blavatsky? Avez-vous un quelconque rapport avec la société théosophique qui existe toujours en France, en Angleterre et en Inde? Alors oui et non. On va dire que Madame Blavatsky et donc par la suite la société théosophique qu'elle a formée ont parlé, oui, de la psychologie ésotérique. D'ailleurs, ils ont employé ce terme, parce qu'il commençait à être employé déjà à l'époque. Mais en fait, ce qu'elle a surtout présenté, c'est la voie de la Siddha, ce dont nous parlons nous. Et pourquoi elle l'a présenté? Parce que Madame Blavatsky, avec une ou deux autres personnes, a eu la chance, dans les années 1830, 1840, d'être en contact avec des maîtres, des authentiques maîtres incarnés, et qui l'ont elles-mêmes formé à la voie de la Siddha. Bon. Après, dans la voie de la Siddha, c'est vrai qu'il y a beaucoup c'est un large éventail, il y a beaucoup de spécialisation ou de spécialités. Donc on va dire que Madame Blavatsky et plus tard la Société théosophique ont repris un des aspects de la psiéso, un des aspects de la voie de la Siddha, mais pas nécessairement celui dont nous traitons nous. Voilà. Donc alors, est-ce qu'il y a un rapport avec la Société théosophique? Non. C'est comme si on disait quel rapport il y a entre l'immeuble là-bas et le vôtre, parce que vous employez la même eau, c'est l'eau de la ville. Bon, ben voilà, la ville propose de l'eau et chacun des deux immeubles l'emploie et s'en sert à sa façon. De la même façon, Madame Blavatsky a eu un accès direct, parce qu'elle connaissait des maîtres de cette fraternité-là, elle a eu accès direct à l'enseignement, elle a parlé de la psychologie ésotérique, d'autres plus tard en ont reparlé, l'ont repris, mais ils l'ont repris à leur façon, et on va dire qu'ils ils ont mis tout ça dans on va dire, dans le panier qui s'appelait Société théosophique. Bon, voilà. Après, ils auraient pu aussi bien ne parler que de psiéso, ou s'appeler la voie de la Siddha, ou s'appeler autrement. Ils ont voulu faire ressortir cet aspect de la psiéso. Moi, je préfère un autre aspect, ça ne veut pas dire que c'est mieux, ça veut dire que ça m'intéresse plus, et que je pense que c'est un peu plus approprié à notre époque. Et non, il n'y a aucun lien entre la société théosophique, qui est pour moi un ordre initiatique, comme les autres, qui a sa valeur, son intérêt, et il n'y a aucun lien particulier, c'est simplement que nous nous sommes attelés à traduire et à parler de quasiment la même chose. Je trouve intéressant et logique tout ce que vous dites, à l'exception d'une seule chose qui, je l'avoue, coince depuis le début. C'est à propos de la réincarnation. Toutes les traditions du monde, depuis toujours, enseignent que l'homme se réincarne régulièrement. Or, vous nous affirmez que la réincarnation n'existe pas, que nous n'avons qu'une seule vie. Je sais bien que vous vous êtes expliqué à de nombreuses reprises à ce sujet, mais pourriez-vous nous présenter ce sujet d'une manière différente, car je suis presque certain que ce qui me chagrine dans vos explications, ce n'est pas le sujet lui-même, mais la manière dont vous nous le présentez. Et oui, c'est simple, c'est un sujet qui est si complexe, si ardu, si difficile à comprendre et si difficile à expliquer surtout, que les maîtres du passé ne s'y sont pas frottés. Ils ont simplement laissé croire aux gens qu'il y avait que l'homme se réincarne, on va le voir plus loin, mais ils ont laissé croire que les personnalités se réincarnaient. Pourquoi? Parce que c'est un sujet c'est l'un des plus difficiles à comprendre, et pourtant, quelque part, c'est l'un des plus logiques. Alors je vais essayer de
proposer une autre explication. Mais encore une fois, je suis désolé si je n'arrive pas à faire passer cette connaissance. Il faut bien vous dire, ce n'est pas une excuse que je me cherche, mais il faut bien vous dire que si les maîtres du passé n'ont pas osé la proposer, c'est qu'ils savaient très bien qu'il y avait une chance sur 1000 pour qu'ils puissent réussir à trouver les mots humains, hein, pour un sujet qui dépasse largement l'humanité et tout ce qui l'englobe. Ils avaient du mal à trouver les mots humains pour l'expliquer, donc ils ont laissé croire aux gens qu'il y avait la réincarnation telle qu'on le croit maintenant. Mais comme le dit cette personne-là, c'est l'homme qui se réincarne, en effet, et l'homme c'est le soi. Parce qu'en Inde, ce qu'ils appellent le soi, SWA, hein, le soi, et que nous appelons le soi SOI, ben c'est l'homme véritable, c'est-à-dire c'est le véritable être humain qui lui en effet a plusieurs vies. Mais c'est un être qui est multidimensionnel, c'est un être qui a tellement de facultés, de possibilités, qui peut par exemple se réincarner non pas dans un seul corps, mais dans plusieurs en simultané. Alors, comme il se réincarne dans plusieurs corps, qui ne sont pas nécessairement physiques d'ailleurs, hein, et qui n'ont pas nécessairement la même époque en plus, hein, il peut se réincarner dans le temps et dans l'espace. Autrement dit, il peut se réincarner, il peut avoir 10 incarnations en même temps, mais il peut en avoir 10 simultanément, mais dans des époques différentes. Une à l'époque de Charlemagne, l'autre à l'époque de maintenant, et l'autre même dans le futur si ça lui chante. Voilà. Il peut faire un peu ce qu'il veut le soi, il peut jouer sur le temps et sur l'espace. Donc, comme c'est lui l'homme véritable, ce n'est pas un dieu, hein, c'est le véritable être humain, hein, c'est l'homme avec un H majuscule. Bon. C'est un initié, c'est un maître, c'est ce que vous voulez. Donc cet homme-là, oui, il se réincarne tant qu'il veut. Et il a plusieurs vies. Mais le problème, c'est que nous, pour notre intellect, notre petit intellect, on est obligé d'étudier une vie à la fois. Mais en fait, il en fait plusieurs en simultané. Donc comme il en fait plusieurs en simultané, c'est difficile de dire que l'une de ces vies simultanées, hein, qui consiste en une de ces incarnations globales, peut avoir une réincarnation. Parce que si je dis par exemple que si je suis une incarnation de mon soi, que le soi il est tout là, là d'accord, on va dire que j'ai eu plusieurs vies, puisque celui qui vous parle c'est un soi. Mais si celui qui vous parle est une extension de ce soi, et qui fait partie d'une des multiples incarnations multidimensionnelles, alors à ce moment-là, je ne peux pas avoir de vie d'avant, je ne peux pas avoir de vie d'après, parce qu'il faut que j'incarne justement l'une des multiples, parmi tant d'autres, incarnations simultanées du soi. Alors bien sûr, c'est d'un très haut niveau, je sais, c'est même plus de la philosophie, c'est des jongleries mentales. Mais il faut savoir que ça ne contredit en rien ce qu'ont enseigné les anciens maîtres. En effet, l'homme, avec un H majuscule, et pas la personnalité humaine, l'homme a plusieurs vies. Donc oui, en effet, il peut avoir plusieurs vies. Bon, mais de son point de vue, comme il les a toutes en simultané, on est bien obligé de tenir compte du fait qu'il y a deux formes d'incarnation. L'incarnation du point de vue du soi, où il en a plusieurs en même temps, et l'incarnation de notre point de vue à nous, c'est-à-dire, par exemple, si moi je considère le fait que je suis l'une quelconque des extensions de mon soi, je ne peux pas avoir d'avant et je ne peux pas avoir d'après. Hein, voilà. Pour que ce soi puisse avoir des incarnations simultanées, sur son temps à lui, on va dire, hein, pour ainsi dire, pour qu'il puisse y avoir des incarnations simultanées, il faut que l'une de ces incarnations simultanées soit, pour ainsi dire, éternelle, ou éternellement unique. Donc je n'ai pas eu d'avant, je n'ai pas eu d'après, je ne suis que l'une des extensions. De même, pour que ma main, qui est le soi, puisse avoir vraiment 5 doigts, il ne faut pas que l'index, par exemple, se dise oh, « ben moi avant j'étais le petit doigt ». Non, il est l'index. Il a toujours été et il le restera dans cet instant présent. Alors bien sûr, il a toujours été, il le restera, on se dit c'est le temps. Et oui, mais le temps n'existe pas de l'autre côté. Donc voilà, avec nos mots humains, malheureux, c'est difficile à expliquer. Mais ce que je peux dire, c'est que pour que ma main soit intègre et soit vraiment une main, il faut que l'index n'ait pas de la folie des grandeurs et ne se prenne pas pour le pouce ou ne se prenne pas pour le petit doigt. Voilà, il faut qu'il reste l'index. Il faut que tant que cette main est une main, il faut qu'il reste un index. Donc l'homme véritable, le soi, quand il s'incarne, il est comme une main. Et il s'incarne avec plusieurs aspects en même temps. Et l'un de ces aspects doit demeurer cet aspect-là. Et cet aspect-là ne peut pas être autre chose. Parce que s'il est autre chose, il prive le soi de l'un de ces aspects. Alors, je sais que c'est très dur. Je donne souvent l'exemple d'un monsieur qui se lève le matin et qui se dit, tiens, il embrasse sa femme, donc, ben oui, ben c'est un époux, hein, puisqu'il a une femme. Après, il se lève, il va voir ses gosses, ben tiens, c'est un père. Après, il s'habille, il sort et il va au boulot, ben tiens, c'est un patron. Il est patron d'entreprise, ou ouvrier. Après, il rencontre un ami à midi, il va manger à midi avec un ami, ben tiens, c'est un ami. Alors, j'ai envie de poser la question, on parle de qui? On parle de l'entité homme, de celui qui s'est levé le matin et qui a été plusieurs choses à la suite. Ou est-ce qu'en tant qu'entité homme, en simultané, il est à la fois
un mari, un père. Est-ce que c'est possible d'être à la fois un mari, un père? Mais oui, je peux être un ami, je peux être un patron, je peux être l'amant de la voisine, je peux être beaucoup de choses. Mais seulement, voilà, le problème c'est que si je me tiens à l'une des choses que je suis, par exemple un père de famille, alors à ce moment-là, pendant que je suis père de famille, je ne peux pas m'amuser à incarner le patron ou l'ouvrier, ou l'ami, ou le mari. Et non, je suis père de famille. Si jamais le père de famille veut devenir l'amant, eh bien il n'y a plus de père de famille. Voilà, c'est ça qui est difficile à expliquer. Ce sont des éclatés qui sont dans le temps et dans l'espace, et hors du temps et de l'espace en même temps, et l'un quelconque de ces points, de ces éclatés, doit demeurer toujours le même. Si jamais il veut commencer à évoluer, à changer, c'est fini, c'est le soi qui en pâtit. Et le soi, lui, il n'est pas question pour lui d'avoir un de ses doigts qui ait des idées de grandeur ou des folies de grandeur. Un de ses doigts, si c'est le petit doigt, ou si c'est l'auriculaire, ou si c'est le majeur, etc., il doit rester l'auriculaire et le majeur. Et aussi longtemps que les incarnations en simultané se produisent, et elles se produisent sur des milliers d'années de notre point de vue, alors à ce moment-là, l'une quelconque de ces extensions doit rester la même. Voilà. Je sais que c'est dur, je sais que c'était risqué de proposer ça à notre époque, parce qu'on n'est pas prêt, les gens ne sont pas prêts, leur intellect n'est pas encore assez libéré des programmations, des schémas mentaux, et donc le mental n'est pas assez véloce, n'est pas assez rapide pour capter ces choses-là. Mais le comprendre est une chose, l'expliquer en est une autre. Même dans 100 ans, je ne suis pas sûr qu'on soit capable de trouver des explications autres que par des exemples. Hein, voilà. Pendant que je marche dans la rue, ben mon petit doigt reste mon petit doigt. Il ne veut pas être le petit doigt de la main gauche, il reste le petit doigt de la main droite. Et c'est parce qu'il reste à sa place que je peux avoir l'intégralité de mon être et que je peux être un être entier. Et c'est parce que, par exemple, Serge qui est en face de vous reste Serge et ne veut pas changer, que mon soi peut être cette entité dont l'une des cellules s'appelle Serge. Voilà, cette vidéo s'achève et je vous dis à bientôt pour la prochaine.